Oui, on en a beaucoup parlé. La territorialisation de la chose, le bioterritorial, et puis de façon générale, les politiques alimentaires territoriales. On va en parler. Je les appelle à me rejoindre. Michel Torlotin, Vanessa Miranville. Non, elle est à La Réunion. Elle est retenue par les quelques événements que vous avez dû voir à la télé. Qui ont fait découvrir à d'aucuns qu'on faisait beaucoup de pétanque à La Réunion. Vu le nombre de boules de pétanque que les CRS se sont pris dans la figure, je ne savais pas qu'on jouait à la pétanque à La Réunion, alors que j'ai passé un peu de temps. Donc Michel Torlotin, Vanessa Miranville qui sera par vidéo, Jean-Luc Allais, Élodie Bonnemaison et Philippe Sorel, notre grand témoin. Merci de me rejoindre, mesdames, messieurs. Pour l'instant, j'en ai 2, 3, 4... Il me reste... Ben voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Parfait. Voilà, je suis bien intégrée. La parité n'est toujours pas atteinte et elle le sera. Oui, elle le sera presque. Si, elle le sera lors de la dernière table ronde. Michel Torlotin, vous êtes conseiller délégué au développement de l'agriculture périurbaine à Metz Métropole. Jean-Luc Allais, vous êtes vice-président la politique agricole à la communauté d'agglomération du Douaisis, autrement dit, c'est le Nord, donc c'est chez moi. Élodie Bonnemaison, vous êtes gérante de... Bon, vous êtes déjà présentée. Ça va être dur de refaire ce que vous avez fait tout à l'heure, mais je vous laisserai plus de temps pour détailler un peu plus. Vous avez d'autres choses à dire. Gérante de la SIC SARL Terra Alter Gascogne et Philippe Sorel, vous êtes président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Vous êtes le grand témoin. Ça a été dit, les PAT, les cantines scolaires, tout ça c'est bien joli, mais il y a beaucoup d'élus qui n'y comprennent rien, qui ne savent pas comment faire, qui se retranchent derrière la directive européenne de préservation de la concurrence libre et non faussée, etc. etc. Juste une petite incise, j'ai été très surpris lors de la présentation de la stratégie régionale biodiversité par la région Occitanie, des propos de Carole Delga, qui n'en a eu qu'un finalement, c'est les sols, les sols, les sols, les sols. Et pour préserver les sols, les sols, les sols, agroécologie, bio, alimentation, politique alimentaire, territoriale. Vous vous inscrivez donc dans une politique régionale, monsieur le maire. C'est une façon d'aborder le sujet qui est spéciale, qui est sympathique. Mais je préférerais revenir... je ne suis pas régionaliste, moi. J'ai entendu beaucoup de témoignages ce matin et je suis pour une vraie réforme territoriale. C'est quoi une vraie réforme territoriale? D'abord, je trouve tout à fait inacceptable démocratiquement que les régions ne lèvent pas d'impôts. Elles redistribuent des subsides de l'État selon leur bon vouloir. Ce matin, ça a été dit, il y a des régions qui accentuent les subventions sur l'agriculture bio et d'autres qui ne le font pas. C'est une forme d'inéquité. Je pense que les régions aujourd'hui jouent le rôle des grands-duchés au XVIe siècle. D'ailleurs, elles sont contre systématiquement le gouvernement central. C'est curieux. L'histoire se répète. Donc, si vous voulez, on va quitter l'échelon régional pour en arriver à la métropole, la vôtre. En arriver à l'échelon local, c'est-à-dire celui de la métropole de Montpellier, qui a une histoire un peu biscornue, qui relève de sa situation à la fois démographique et géographique, et de son histoire, puisque c'est la première métropole qui a été construite démocratiquement dans le pays. Elle ne faisait pas partie de la loi MATPAB. Elle n'a donc pas été institutionnalisée par la loi, mais par le vote des maires, des conseils municipaux et des populations qui ont validé ce que souhaitaient leurs maires. 31 maires, hein, c'est ça? 31 communes. Et lorsqu'il a fallu convaincre l'ensemble des maires présents pour qu'ils quittent leur délégation, leurs compétences d'urbanisme, de voirie, de tourisme, il a bien fallu axer notre discours sur des piliers thématiques. Et l'agroécologie a été un des 7 piliers mis en avant lors de la conversion des maires à la métropole, qui n'était pas joué d'avance. Mais dans le cadre de la grande réforme territoriale qui a vu la création de la région Occitanie, au 1er janvier 2015, Toulouse devenait capitale régionale, Montpellier perdait son titre, et Toulouse était métropole par la loi MATPAB, et Montpellier n'était pas dans la loi MATPAB.
Ainsi, si nous n'avions pas bougé, nous serions aujourd'hui avec une grande région et une seule métropole capitale régionale. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez rétabli l'équilibre. Un de vos piliers, c'est l'agroécologie. Est-ce que c'est la bonne échelle, la métropole, pour, via l'agroécologie par exemple, via une politique agricole, pour introduire une politique alimentaire? Je le pense. Je le pense car ça a été dit ce matin à plusieurs reprises, ce sont les schémas de cohérence territoriaux, ce sont les SCOT, qui déterminent l'avenir des territoires. Et le SCOT de la métropole de Montpellier, qui porte le nom de Montpellier Territoire, la métropole productive, fait feu de tout bois quant à la protection des terres, ce qui n'est pas un mal, car depuis de nombreuses années, l'urbanisation est galopante. La démographie l'est aussi, puisque Montpellier est devenue 7e ville l'hiver dernier en passant juste devant Strasbourg, et surtout gagne 8000 nouveaux habitants par an. Il fallait donc prendre des mesures assez rigoureuses pour pouvoir juguler cette inflation de l'urbanisation, d'autant que celle-ci se double des risques majeurs et notamment de l'imperméabilisation des sols. Et vous le savez, au bord de la mer, nous sommes toujours sujets aux inondations et au nord de la métropole, aux incendies. Donc nous sommes pris entre deux maux, les incendies d'un côté, les inondations de l'autre. Il a donc fallu prendre des mesures un peu délicates, c'est-à-dire demander aux maires de renoncer à l'urbanisation de certains des territoires qu'ils avaient prévus sur leur territoire communal. C'est ce que nous avons fait et ce travail, je l'ai mené avec l'État et je l'ai mené avec la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Car ce qui était très important pour moi, c'est que notre schéma de cohérence territoriale soit labellisé en premier lieu par la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Je voulais avoir le tampon de la Chambre d'agriculture sur le document en premier lieu avant d'aborder d'autres collectivités et de requérir l'avis de nombreuses des institutions qui sont là pour donner leur avis sur les schémas de cohérence territoriaux au cours de l'enquête publique. Ainsi, la Chambre d'agriculture nous a demandé de retirer 200 hectares supplémentaires de l'urbanisation. Ce que nous avons fait, j'ai donc retiré le schéma de cohérence territoriale. Contre quoi? Ils se sont engagés à quoi derrière? Vous avez imposé des itinéraires agricoles? On a imposé l'installation d'agriculteurs et c'est un deal, une convention que nous avons passée avec Jérôme Despé, président de la Chambre d'agriculture. Et de notre côté, nous nous sommes engagés sur les terres qui appartiennent à la métropole d'installer aussi de jeunes agriculteurs avec une directive prioritaire, faire de l'agriculture biologique. Ça, c'est tout à fait nouveau sur la métropole de Montpellier, qui est, je l'ai dit, prise par une urbanisation galopante, mais qui est aussi un territoire de transit un couloir de transit dans lequel il faut faire passer les voies ferrées, les autoroutes, les aéroports et l'ensemble des grands équipements structurants entre la France et l'Espagne. Il était temps de réagir, nous l'avons fait, et nous l'avons fait en retardant un peu le vote du schéma de cohérence territoriale, ce qui donne au plan local d'urbanisme intercommunal qui va suivre un peu de retard aussi, mais nous l'avons fait pour la bonne cause. Merci, on reviendra en détail sur ce que vous avez mis en place, Monsieur Allais. Vous, à Douai, vous avez mis en place un PAT, si je ne m'abuse, un approvisionnement en bio des cantines. Ça a été simple à faire admettre? Non, ça n'a pas été simple, d'autant plus que nous sommes un territoire très urbain, en définitive, et qu'avant d'arriver à réaliser ce PAT, où l'alimentation, bien sûr, est le centre de nos préoccupations, on a commencé par une politique agricole. Or, s'il y avait quelques diapos pour m'appuyer, s'il y avait sur un territoire qui est très urbain, très urbain, ça veut dire 84% de la population qui habite en ville, 155 000 habitants avec une très grosse ville-centre, c'est Douai. C'est quand même deux zones rurales qui tiennent le coup, qui ont leur importance, tout près de votre cher Cambrésis. Non, cher, non. Non, mais bon. J'y suis né, j'y peux rien. On ne peut pas renier ses origines. Et donc, un territoire quand même qui est très urbain, dans lequel il a fallu faire en sorte que l'agriculture soit prise en compte dans le projet de territoire. Parce que moi, j'ai repris la politique agricole en 2004-2005. On avait un projet de territoire dans lequel l'agriculture n'existait quasiment pas. Donc, il a fallu convaincre les élus. Voilà, ouais.
Il a fallu convaincre les élus que l'agriculture, c'était quelque chose d'important pour de nombreuses raisons, sur le plan économique, sur le plan social, etc. Il devait bien le Et donc- savoir quand même, non? Comment ? Il devait bien le savoir quand même, l'agriculture est importante. C'est une zone de grande culture. Ouais, c'est une zone de grande culture, mais quand même limitée. On a 12 000 hectares de surface agricole, ça représente à peine la moitié du territoire, alors que dans le Nord-Pas-de-Calais, pour regarder dans cette région, c'est 60% du territoire qui est encore en zone agricole. Donc on n'a pas une grande zone agricole, avec surtout qu'au nord, on a la concurrence de la métropole européenne de Lille, qui nous grignote progressivement par voilà, les villages qui n'existent plus, qui sont grignotés par l'urbanisation. Nous, chez nous, plus près autour de Douai, c'était les terres agricoles qui sont avalées par des zones d'activité. On est une terre de logistique, et pour la logistique, il faut de grandes surfaces. Donc voilà, alors à un moment donné, on a dit, ou bien l'agriculture, elle est sacrifiée, et moi j'ai défendu l'autre idée, que l'agriculture pouvait être un vecteur de développement économique, social et environnemental. C'est-à-dire que vous vous êtes opposé à l'installation de... Pas opposé, non, je ne me suis pas opposé, parce qu'il n'y a pas d'opposition avec une majorité qui veut créer des zones où les élus ruraux sont quand même extrêmement minoritaires, mais il y a eu discussion, il y a eu négociation et reconnaissance qu'il fallait mener une politique agricole. Alors ça s'est fait, voilà, ça s'est fait quand même progressivement, et on fait quand même pas mal de choses en politique agricole. On n'est pas arrivé sur un projet alimentaire territorial du jour au lendemain, puisqu'on avait commencé, je l'ai dit, 2004-2005, avec une première réalisation qui était un projet de trame verte et bleue, qui était aussi notre clé d'entrée chez les agriculteurs. Et progressivement, vous voyez, on a ajouté tous les ans, quasiment, ou tous les 2 ans, on a ajouté des choses pour une politique agricole. Bon, c'est du classique, circuit court, restauration collective, etc., etc. Il n'empêche qu'on avait une politique agricole très forte et que progressivement, on l'a spécialisée. Et on a aujourd'hui 3 piliers. AgriCAD, agriculture dans la CAD, CAD, communauté d'agglomération du Douaisis, BioCAD et AlimCAD pour la politique alimentaire. Et ce sont ces 3 piliers qui forment, si j'y arrive, voilà, qui forment notre projet alimentaire territorial qui a pour ambition, bien sûr, de faire en sorte que l'on mange mieux sur le territoire, que tout le monde puisse accéder à une alimentation de qualité. Je dis bien tout le monde parce qu'on verra les exemples tout à l'heure. La dimension sociale est très importante et que ce soit le plus possible une alimentation d'origine locale. Origine locale ou Hauts-de-France? Alors, il y a 2 types de local, effectivement. On oublie Hauts-de-France, c'est trop gros. Local ou Nord-Pas-de-Calais? Mais ça peut être local Douaisis, dans certains cas, et ça peut être local Hauts-de-France, parce qu'il est évident que pour l'alimentation scolaire, par exemple la restauration hors domicile, le local, il est très limité, et que donc on passe évidemment par les filières Hauts-de-France qui existent et qui sont aussi très dynamiques. Alors, soutien à l'agriculture, il passe par quoi? Il passe par une réécriture, une révision des SCOT et des PLU. Il passe par un soutien au changement d'itinéraire de certains agriculteurs, à la conversion à l'agriculture bio. Alors, je vais vous montrer une série, alors plutôt que de... D'abord la base, oui, la base quand même, la base de la réussite, c'est une politique de concertation territoriale. Je crois que ça, il faut être à l'écoute, il faut écouter nos agriculteurs. Nos agriculteurs, nous on a 200 agriculteurs, je dirais qu'il y a 200 agricultures différentes. Chaque agriculteur a ses propres problèmes, ses propres visions des choses. Et donc, on est à l'écoute permanente des uns et des autres. Il ne faut pas les opposer les uns aux autres. Il ne faut pas opposer le bio et le conventionnel. À l'intérieur du bio aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Et donc, on est dans cette politique de concertation permanente qui est nécessaire pour la réussir. Et pour réussir cette politique de concertation permanente, il faut qu'il y ait une volonté politique très forte. Ça, c'est très clair. Il faut l'affirmer. Il faut y mettre des moyens. Il faut y mettre des moyens humains et financiers. La CAD, pour gérer cette politique aujourd'hui, c'est un service de 7 personnes, 4 chargés de mission, 2 assistantes administratives et une directrice, Mme Poirot, qui est avec moi. Et c'est 300 000 € d'autofinancement. Et après, on va chercher, bien sûr, des subventions ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, ça coûte chaque année 600 000 € au budget communautaire, si on prend la charge salariale et l'autofinancement, pour que ça fonctionne. Mais on a besoin de ces fonctionnaires territoriaux pour aller au-devant des agriculteurs, au-devant aussi des consommateurs, parce que nous, on a surtout travaillé, non pas avec tous les éléments de la chaîne, parce que les transformateurs et les distributeurs, c'est quand même compliqué, ça dépasse le cadre de notre territoire. Je crois que là, on est au-delà d'un territoire comme le nôtre. Par contre, toucher les agriculteurs, toucher les consommateurs, qui sont quand même les 2 principaux maillons d'une politique alimentaire, c'est vraiment dans la proximité qu'il faut le faire. Et là, il nous faut des moyens humains
pour pouvoir le réaliser. Donc 300 000 euros plus 600 000, ça fait 300 000 de subventions. Qui vous a surtout subventionné? Alors essentiellement l'agence de l'eau. On a eu aussi de la part de l'État un peu d'argent lorsqu'on a signé le PAT. Et après, on répond à des appels à projets qui peuvent venir de la région, du département. On touche à la politique de l'eau, où le département, quelquefois, peut aussi aider. Ou éventuellement de l'Europe. On est dans le cadre d'un projet Interreg, puisqu'on est frontalier avec la Belgique. Et là, on a des financements également européens, même si c'est toujours compliqué à les avoir. Et surtout, après, à répondre à leurs contrôles qui sont plus coûteux que la somme qu'ils nous donnent. Bon, voilà. J'exagère peut-être un peu. Et plus sourcillonnant, c'est globalement ce qu'on dit, effectivement. Allez-y, continuez. Voilà, oui, je pense que c'était la question de base. On est arrivé sur le projet alimentaire territorial que nous avons signé. Nous avons été labellisés, le premier d'ailleurs, je suis assez fier, le premier de la région des Hauts-de-France. Rappel, les PAT, c'est issu de la loi de agriculture de 2014, Monsieur Le Foll. Et il y avait 4 ambitions: justice sociale, lutte contre le gaspillage alimentaire, éducation alimentaire de jeunesse et ancrage territorial. Et quasiment ces 4 axes, on était déjà dessus depuis quelques années. Donc ça nous a amené quand même à davantage de réflexion, à refaire de la concertation. Sur ce projet-là, on a eu 2 années de concertation, 107 structures, je dis bien 107 structures différentes qui ont participé, 350 personnes différentes qui ont participé à élaborer le diagnostic, à formaliser les enjeux. On a choisi, évidemment, pas parti de tous azimuts, à définir les objectifs qu'il fallait atteindre pour sauvegarder nos enjeux et à élaborer un programme d'action. Et ce programme d'action, il est multipartenarial, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la CAD, la communauté d'agglomération, qui porte tout, bien évidemment, mais ce sont également nos partenaires associatifs, institutionnels. Nous les finançons, dans le cadre des financements que j'ai évoqués tout à l'heure. On lance un appel à projet, ils répondent à l'appel à projet, et voilà, et tout le monde travaille autour du même projet avec des comités de pilotage qui sont réguliers, une fois par an au minimum, avec l'ensemble de nos partenaires. Bref, ce que je retiens, c'est faut se concerter, il faut rencontrer les gens tout le temps. C'est vraiment une politique de proximité. Alors c'est très complexe. Par exemple aussi, on n'a pas, je crois que c'est important ça, on n'a pas, nous, la politique alimentation, ni même la politique santé dans notre communauté d'agglomération. Et c'est pas plus mal, parce que dès que vous définissez une politique communautaire, vous définissez des critères. Et vous ne pouvez plus en sortir. Chaque fois, les juristes nous disent mais par quoi on va rentrer? Là, on entre par toutes les autres politiques de la CAD. On touche, à une dizaine d'autres politiques. Chacune de ces politiques, c'est une clé d'entrée. La politique sociale, la politique de l'eau, voilà, toutes ces politiques qu'on a par ailleurs, sont pour nous des clés d'entrée pour mettre en route ce qui nous semble le plus important. Monsieur Sorel, ça va dans votre sens, concertation et encore concertation tout le temps. Oui, totalement. Je crois qu'il en va de l'agriculture comme il y va de la transition écologique et énergétique. C'est une somme d'actions les unes à côté des autres qui peuvent arriver à un résultat global. Et c'est une action politique transversale. En voyant le slide qui est devant nos yeux, cela me rappelle le pacte de Milan que Montpellier a signé lors de l'Expo universelle de Milan avec 179 autres villes mondiales. Et je profite pour vous convier, puisque l'an prochain, c'est Montpellier qui reçoit les 179 villes. Voilà, donc nous avons également créé un écosystème avec l'ensemble des acteurs, avec les associations, avec les citoyens, mais aussi avec les services. Et le monde scientifique. Et les universités, qui sont nombreuses à Montpellier, les labos de recherche, afin de poursuivre ce travail et le suivre de façon permanente. Nous fonctionnons à peu près de la même façon avec des comités de pilotage. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a que la concertation qui puisse... on est plus fort à 2 cerveaux qu'à un seul. En général, oui. En général. Monsieur Torlotin, vous en êtes où, vous ? Vous avez reconquis une base aérienne, enfin une partie d'une base aérienne. Voilà, tout à fait. Donc, dont la fermeture vous a causé beaucoup de chômage sur l'agglomération de Metz. Tout à fait. Donc la base aérienne, ex-base aérienne 128, donc sur le territoire de Metz Métropole.
Le PowerPoint va arriver, allez-y. Oui, avant de parler de la base, je vous remercie déjà de nous avoir invités et je suis quand même rassuré parce que depuis ce matin, j'entends plein de choses qui vont dans le sens de ce qu'on fait. Donc je me dis, ça va, on va dans le pas bon tout sens. seul. Notamment, Je vous l'avais dit au téléphone, ça. je Hein. partage tout à fait ce que vous venez de dire sur le PAT. Nous, on n'en est pas là, puisqu'on est seulement au début de notre projet alimentaire territorial, mais on va sur les mêmes thèmes que vous venez de développer. Rapidement, alors, pour nous, donc, le MES Métropole, c'est 230 000 habitants. La particularité, c'est que la moitié des communes sont des communes rurales, moins de Vous 1000 avez une habitants. présentation? Oui, j'ai des slides. Mais pas... Est-ce qu'on peut avoir la présentation de M. Torlotin, Metz Métropole? Allez-y, continuez, pardon. Oui, donc la particularité, c'est que la moitié des communes ont moins de 1000 habitants, donc un milieu quand même assez rural, avec un tissu agricole encore très présent, puisqu'il y a un petit peu moins de 100 agriculteurs, mais sur des exploitations de grandes cultures, polyculture élevage. Nous avons aussi le plus grand port fluvial de France, le port de Metz, qui est un atout indéniable, mais qui, en contrepartie, a fait que l'agriculture mosellane s'est développée sur ce modèle de grande exploitation. Et on avait complètement occulté tout ce qui est circuit court, proximité, etc. Et en plus des ZAC partout qui ont bouffé plein d'espace jusqu'au Luxembourg. Voilà, une urbanisation très intense. On est sur ce qu'on appelle le sillon mosellan, Metz-Luxembourg, un bassin de population de 600 000 habitants, 80 000 frontaliers. Et entre Metz et Luxembourg, il y a pratiquement plus de terre agricole. Tout est construit en zone artisanale, en logistique, etc. Mais 80 000 Donc frontaliers, c'est bien sans pouvoir d'achat pour développer l'agriculture bio. Effectivement, au niveau pouvoir d'achat, c'est très bien, puisque les frontaliers gagnent en moyenne 2 fois plus qu'en France. Par contre, voilà, on a tous ces problèmes de logistique, de transport, et on a une autoroute qui est archi saturée. Et voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus trop d'argent pour l'agrandir. Donc, et cette agriculture périurbaine, où on parle d'agriculture périurbaine, c'est une notion assez récente dans notre communauté d'agglomération, puisqu'on s'y attelle depuis 2010. Et en fait, on s'attelait surtout au maintien des exploitations agricoles, à la préservation du foncier, parce que chez nous, c'était vraiment des enjeux très importants, et au rapprochement producteurs-consommateurs, développement des circuits courts qui étaient presque absents. Et depuis un an, on s'oriente vers un projet alimentaire territorial, parce qu'on pense que c'est vraiment le bon outil pour aller plus loin. C'est de mettre en réseau tous les acteurs de la filière. Enfin, voilà, je ne vais pas revenir dessus, monsieur l'a bien développé. Et voilà, donc on en est tout au début de la... Voilà, l'intérêt du PATSA, c'est que ça oblige tout le monde à discuter, à se mettre autour d'une table. Voilà, et donc c'est parce que aussi, c'est vraiment, voilà, je ne vous apprends rien, quoi, on en a déjà bien parlé ce matin, c'est vraiment une demande de la société. On a aussi l'obligation de la restauration hors domicile. Donc nous aussi, on n'a pas la compétence, toutes les compétences. Par exemple, la restauration au domicile, c'est des compétences communales. Mais c'est aussi bien, puisque ça nous permet de prendre ce qui est bien chez un pour le remettre chez un autre. On a la ville de Metz qui est assez exemplaire en la matière. Mais quand on discute avec les responsables de la restauration collective de la ville de Metz, ils voudraient aller plus loin, mais aujourd'hui, ils n'ont pas les produits. Voilà, donc toutes des choses qu'on met en place et qu'on cherche à développer. Voilà, je passe sur le projet alimentaire territorial. Voilà les actions sur lesquelles qu'on a identifiées, sur lesquelles on pouvait vraiment agir. Sur le foncier, bien évidemment. Alors, on a mené une étude au niveau de l'agglomération sur les friches. On consomme beaucoup de foncier pour l'urbanisation, pour le développement, mais aussi on a abandonné beaucoup de terrain. Et nous, on a tous ces coteaux de Moselle qui étaient des anciens vergers, qui aujourd'hui sont en friche. On a recensé 700 hectares de friches et avec 300 qui seraient facilement mobilisables. Donc on a mené une action dans ce domaine. De quelle façon, comment vous avez porté le foncier? C'est la SAFER? Alors, non, la difficulté, voilà, la difficulté, c'est qu'on l'a recensé aujourd'hui. On l'a recensé. Maintenant, le travail va être sur
la réappropriation et le remettre en culture. D'où les 700 hectares que je disais et 300 facilement mobilisables. On pense qu'on pourrait y aller plus facilement et il y aura forcément de la perte, 300-400 hectares qui sont définitivement perdus à mon avis. Monsieur le maire. Oui, nous travaillons avec la SAFER, avec l'EPF aussi. Mais je crois que ce qui est fondamental, c'est d'être en capacité de positionner des zonages sur les documents d'urbanisme. Et là, ça demande, je dirais, un courage politique qui est complexe. Il faut négocier avec les maires pour les agglomérations. Et à l'intérieur des communes, il faut être en capacité de les faire passer dans sa majorité, dans les différentes instances politiques. Les zonages permettant de garantir, je dirais, de nombreux terrains qui seront réservés à l'agriculture et qui ne seront pas dévoués à l'urbanisme. Le premier acte est pour moi celui-ci. Le deuxième acte est le portage foncier qui peut s'opérer soit en direct pour certains, lorsque les municipalités ou les communautés d'agglomération sont assez riches et qu'elles consacrent une enveloppe pour l'achat du foncier, mais aussi par la SAFER et par l'EPF. Michel Torlotin. Tout à fait. Donc on est sur les mêmes logiques. Et puis, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on est en train de travailler sur notre futur PLUI, donc qui va aussi nous permettre de conforter toutes ces mesures. Donc le rôle d'aménageur, j'y viendrai tout à l'heure sur l'aménagement de la base aérienne. Et puis bien sûr, donc commande publique, même si ce n'est pas forcément la métropole, mais c'est les communes membres, voilà, notamment sur la RHD. Voilà, j'enchaîne sur le plateau de Frascati. Allez-y sur la base aérienne. Donc le plateau de Frascati, donc c'est une ancienne base aérienne de 380 hectares qui a fermé en 2008 suite aux restructurations militaires, notamment le livre blanc de la défense. Un coup très dur pour notre agglomération, puisque c'était 3000 emplois sur cette base et 6000 en tout avec les satellites qui tournaient autour. Voilà, des emplois de militaires, donc des gens qui avaient un pouvoir d'achat assez conséquent et donc qui sont partis du jour au lendemain. Donc elle a fermé en 2012. Voilà, la collectivité en est propriétaire via l'établissement public foncier de Lorraine depuis 2015. Et donc on avait l'objectif, c'est de compenser donc le départ de ces militaires et d'arriver à 2000 emplois 1500 emplois en 2020. Aujourd'hui, on est à 700 emplois. Voilà, donc je fais une brève description. Donc on a 6 secteurs de projet. Le premier secteur numéro 1, donc c'est à proximité d'une zone commerciale, donc c'est une zone vouée au commerce. Le secteur 2, c'est un pôle social et solidaire avec donc des associations de solidarité. Donc, il y a notamment le Secours populaire français, les Restos du Cœur, et puis aussi un ESAT. Le 3, donc c'est l'ex-Balvi avec l'installation d'entreprises. Donc là, on a déjà des entreprises qui sont installées. Les 700 personnes présentes, elles sont dans ce secteur. La zone 5, ce sera le centre d'entraînement du Football Club de Metz. La zone 6, c'est une zone vouée à la logistique. Et au milieu, donc la zone 4, c'est donc le futur agrobiopôle. Donc d'une surface de 60... J'avais noté 80, je ne sais pas si c'est ça. Non, 60. Voilà. En tout 80. Voilà, donc le futur agrobiopôle, d'une surface de 60 hectares. 70 hectares en tout, donc 60 hectares voués à des espaces de production et 10 hectares qui seraient plutôt destinés à des ateliers de transformation, voire de vente ou de logistique. Donc aujourd'hui, sur les 60 hectares de l'espace de production, donc pour l'instant, il n'y a encore pas de production, hein, qu'on soit bien clair. Hein, il y a pas, ça va démarrer au printemps, ce printemps-ci. Donc sur l'espace de production,
Donc il y aura un espace test agricole, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est porté en intégralité par la métropole, sur 5 hectares. On a un projet avec l'association Ferme d'Avenir qui ont une option aujourd'hui sur 20 hectares pour nous présenter un projet donc en permaculture et installation de micro-fermes. Ils ont le même type de projet ici en région parisienne, sur une base aérienne aussi. On a un projet en donc maraîchage, élevage, donc ça notamment avec l'ESAT qui est sur le pôle social et solidaire, qui envisage d'installer une entreprise adaptée. Donc c'est une entreprise qui a les mêmes règles de rentabilité qu'une entreprise normale, sauf que la différence, c'est qu'ils ont des aides pour employer Du personnel. des personnes handicapées. Donc là, ils sont sur 5 hectares, également en maraîchage et élevage. Ferme d'avenir. Et puis, donc la ferme d'avenir. Et on a un producteur de petits fruits qui est installé à proximité de cette base et qui souhaiterait installer un de ses enfants. Donc voilà, il s'installerait sur 2 à 5 hectares. Et puis on a toute une zone de prairies vergers qui feront une trame verte sur une dizaine d'hectares. Donc ce serait plutôt pour du pâturage et de l'arboriculture. Le but, c'est quoi? Enfin, ou un des buts, c'est quoi? C'est d'alimenter les cantines de l'agglo, de la métropole. Alors, donc, quand cette base a fermé, donc, au départ, c'était la base aérienne, donc elle a été construite après la Première Guerre mondiale, c'était 4 exploitations agricoles. Donc l'idée, c'était de remettre une partie de cette base en agriculture, pas forcément pour alimenter la restauration au domicile, c'était pour redévelopper l'agriculture. Et nous, ce qu'on souhaite, et on va le décliner, c'est pas de mettre 4 producteurs là au milieu de nulle part, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande piste avec de l'herbe. Voilà, vous imaginez un peu comment ça peut être une base aérienne. Donc l'idée, c'est déjà de réaménager tout le site, et puis c'est de créer vraiment un petit pôle agricole qui sera renforcé par justement la partie de transformation, de distribution et voire de logistique. Enfin voilà, tout est inventé, qui sera au service du territoire, pas seulement pour ces 4 ou 5 porteurs de projets, mais sur l'ensemble du territoire. Je pense par exemple à des ateliers collectifs. J'ai eu l'opportunité de visiter les ateliers de Florac. Voilà, le genre d'outils qu'il faut mettre en place pour permettre aux agriculteurs du secteur de profiter d'installations collectives pour pouvoir justement améliorer le service et avoir une meilleure rentabilité. Avant de passer au film de Madame Miranville, pour nous donner un exemple réunionnais, question que je pose à vous trois messieurs, vous en êtes tous sur les cantines, sur l'approvisionnement de vos cantines en bio, en local? Est-ce que vous avez des légumeries? Est-ce que c'est fait sur place? Est-ce que ça reste une cuisine centrale? Comment ça se passe concrètement? Je crois que c'est pour Je pose la question à ces trois messieurs avant de passer la parole à Madame, à vous trois. Alors, nous à Metz, sur la ville de Metz, il y a une cuisine centrale qui travaille, donc qui est en délégation de service avec un prestataire national, qui travaille bien en circuit court, en bio local. Bon, ils annoncent 60%, je pense qu'ils exagèrent un petit peu parce que ça dépend comment on compte, quoi. Ils comptent les plats. Donc voilà, quand il a mis un fromage et un dessert, il a dit qu'il est à 50%. Mais non, mais voilà, ils sont. Effectivement, vu comme ça. Oui, non, mais il y a vraiment un effort. La ville de Metz pousse pour mettre plus de bio et de local. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas les produits en face. Vous n'avez pas assez de producteurs. C'est un problème. Ce matin, on parlait de prix de repas. À la ville de Metz, ils sont à 2 euros, le coût du repas. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais si, ça a l'air beaucoup. C'était ce matin, de ce que j'ai vu, dans la bonne moyenne. C'est combien chez vous, monsieur le maire? Ça dépend, il y a les tarifs sociaux, mais on a diminué les tarifs pour les familles qui se trouvent, je dirais, dans la moyenne des familles de Montpellier. Nous avons obtenu 600 inscriptions nouvelles
Nous produisons 13 000 repas. On est un peu moins de 2 € pour les tarifs les plus bas. Local, bio. Mais vous savez, lorsqu'il y a des familles qui ne peuvent pas honorer, nous faisons passer ça, je ne devais pas le dire, mais je le dis ici, en valeur sur le budget, parce que Montpellier n'est pas une ville riche, c'est pas une ville pauvre, c'est une ville modeste. Voilà. Mais l'action publique est là pour assurer le confort et le bien-être des citoyens. Mais nous avons une cuisine centrale comme MES qui produit ces repas. Nous nous sommes fixés 50% de bio et local à partir de 2020. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 20%. Et par contre, nous avons le projet de construire la future cuisine centrale à l'intérieur du marché d'intérêt national pour permettre la facilité d'obtenir par les circuits de proximité des produits bio. Et nous avons le même problème que Metz, c'est-à-dire nous n'avons pas assez d'offres de la part des producteurs pour pouvoir le faire, et nous modifions les marchés publics pour intégrer le bio progressivement. Alors qu'il y a un carré bio aux mines de Montpellier, c'était le premier. Il y a un carré bio premier en France, Caro Bio. Et nous avons également une plateforme de transformation. Monsieur Allais, vous en êtes où? Et ensuite, on passera à la réunion. Non, la communauté n'a pas la compétence restauration scolaire, ce sont les communes qui l'ont gardée. Simplement, on a mis une convention avec une association qui s'appelle Apro Bio, voilà, que vous devez connaître, pour donner une aide, pour apporter une aide aux communes pour introduire des produits locaux et bio dans leur cantine avec le code des marchés publics. On y arrive, on y arrive sans se mettre hors la loi. Aujourd'hui, on en est à 15 000 repas jour qui sont entrés dans cette dynamique. L'objectif, c'est qu'en 2022, on soit, pour l'ensemble des communes, à 50% de produits régionaux Hauts-de-France, dont 25% de bio. On est à peu près aujourd'hui à la moitié de ça, quoi. Donc, mais la dynamique est très bonne. À La Réunion, c'est plus compliqué. Dans la bonne ville de la Possession, c'est juste à côté du port. Ceux qui sont allés à La Réunion, vous avez pour vous Saint-Denis, le port, et c'est juste avant la Possession. C'est un repas bio toutes les 6 semaines, faute d'une offre et de transformation suffisante. Mais Madame Mironville va vous en parler si le film peut être lancé. Sinon, je continue à meubler et à faire des très mauvaises rimes en « et ». J'ai entendu un bip. Donc un repas bio toutes les 6 semaines. Parce que le bio est difficile à trouver à La Réunion, certes tout pousse, il suffit de planter un doigt pour avoir un arbre derrière, sauf que y a des attaques parasitaires, etc., ce qui incite beaucoup d'agriculteurs à y aller franco sur les produits chimiques et parfois sur un travail du sol incompatible avec la topographie. Est-ce que je continue à meubler ou... Merci beaucoup à la régie. On écoute Vanessa Mironville, maire de la Possession. Bonjour, ici Vanessa Mironville, maire de la commune de la Possession, 33 000 habitants, à La Réunion. En raison des événements qui secouent l'île en ce moment, je ne peux malheureusement venir sur Paris, mais je tenais à faire une contribution au nom des Outre-mer et de La Réunion sur le sujet de l'agriculture bio, sujet extrêmement important. La commune prend différentes mesures pour favoriser le bio dans les cantines. Un repas complètement bio est servi au minimum toutes les 6 semaines, mais également des aliments bio répartis dans les différents repas. Ce qui est important à savoir sur la situation complexe et spécifique d'une île comme la nôtre, c'est d'une part que nous avons des problèmes en termes d'approvisionnement pour la restauration publique. Pourquoi ? Parce que les volumes de production ne sont pas suffisants par rapport à la demande en bio. Également parce que les produits sont parfois livrés tels quels et la restauration scolaire n'est pas en capacité de pouvoir traiter des carottes ou des tomates qui sortent directement du champ. Il nous les faut sous un format déjà modifié, donc en 4e gamme. Autre sujet important sur lequel les mentalités ont du mal à évoluer, c'est du côté des agriculteurs. Des agriculteurs, je me souviens d'un agriculteur de la Possession me disant tu vois la première rangée de choux qui est toute vilaine, où il y a des chenilles et des trous, c'est là où je ne mets pas le poison. Et tout ce qui est joli derrière, c'est ce que je vais vendre, alors que la première rangée, c'est ce que je garde pour ma
ma famille et moi. Et donc il y a la conscience chez les agriculteurs que l'agriculture conventionnelle avec pesticides et engrais n'est pas tenable et durable. Mais en même temps, la réflexion de cet agriculteur, c'est de me dire, mais si j'essaye de vendre ces choux qui sont tout troués et avec des chenilles, les gens n'en voudront pas. Et donc il y a cette pensée chez les agriculteurs qui ne trouveront pas écouler leurs marchandises si elle n'est pas jolie et parfaite. Il y a aussi le changement de mentalité du côté du consommateur, bien évidemment, sur la même problématique. Et enfin, le changement de comportement de l'agriculteur sur les pratiques qui amènent vers le bio. Et donc nous essayons de faire rencontrer des agriculteurs qui partaient du conventionnel et sont passés peut-être avec une étape de raisonner jusqu'à l'agriculture bio pour montrer quel est le chemin à parcourir et ne pas juste montrer le point de départ et le point d'arrivée qui pour beaucoup d'agriculteurs leur semble insurmontable en termes de changement de pratique, en termes aussi financiers, des investissements qu'il pourrait y avoir à faire. Enfin, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons à respecter les lois nationales alors que nous sommes sur un territoire spécifique. Et notamment, il existe des produits bio à partir de champignons, d'huile, etc., qui permettent de lutter efficacement contre certaines maladies. Mais nous avons des maladies orphelines à La Réunion, donc des maladies vraiment spécifiques à l'île. Et certains produits bio qui marchent sur d'autres produits, d'autres cultures en métropole, je pense par exemple à l'olivier ou au chou, un produit bio existe pour lutter contre les parasites de ces cultures-là, pourraient tout à fait marcher et ont été expérimentés, on va dire, sans cadre réglementaire, sur la tomate et le café, cultures qui sont importantes à La Réunion. Malheureusement, dans les autorisations législatives, nous ne pouvons pas utiliser ce produit autrement que sur l'olivier et le chou. Et donc, il nous faudrait une adaptation législative qui nous permette d'utiliser ces produits sur d'autres cultures ici à La Réunion. Voilà, en résumé, quelles sont les difficultés que nous rencontrons. Nous essayons de réfléchir à moyen terme à l'échelle de la commune, mais aussi à l'échelle de l'île, sur une plus grande autonomie de production et donc comment favoriser dans cette autonomie la production bio, comment peut-être créer à l'échelle de la commune ou à une échelle intercommunale une légumerie et comment surtout mettre en relation par le biais d'un contact, d'un sourcing au plus près des agriculteurs, ceux qui passent des commandes publiques, donc toutes les collectivités, et ceux qui sont en capacité de produire, pour que les marchés publics soient adaptés à la capacité de production du monde du bio. Voilà pour les quelques éléments que j'avais à partager avec vous sur notre situation spécifique dans les Outre-mer et à La Réunion en particulier. Je vous souhaite une très bonne continuation de ces assises de l'agriculture bio et j'espère vraiment que cette nécessité absolue pour notre santé et celle de nos enfants va prendre un essor de plus en plus grand et permettre à plus en plus de gens de vivre dignement de ce beau métier qui est l'agriculture. À très bientôt, merci. Well. Quand je l'ai eue au téléphone, on ne peut pas dire qu'elle était de bonne humeur et ni très joyeuse par ce qui se passait, qui est grave, vous le savez, qui s'intègre parfaitement dans le contexte dont on parle. Il y a 40% de la population réunionnaise vit sous le seuil de pauvreté, tout se fait en voiture, et quiconque veut acheter un légume bio en habitant la possession fait 40 km pour aller au seul marché bio qui existe à proximité, qui est donc à 40 km à Saint-Gilles. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle essaye de mettre en place une formation à la diététique dans les écoles. Il y a un marché tous les ans qui se tient sur place où le bio est proposé à 1 € le kilo pour tout le monde. Voilà. On fait du foie gras aussi sur son territoire. Je ne savais pas qu'on faisait du foie gras à La Réunion, comme qu'on on a beau être à La Réunion, en plein milieu de l'océan Indien, enfin à l'ouest, on reste français. Et puis, ce qu'elle n'a pas dit non plus, c'est qu'il y a un autre souci chez elle, c'est un souci foncier. L'urbanisation a une légalité qui est sujette à interprétation dans beaucoup de cas. Il y a beaucoup de friches
beaucoup de friches qui sont propriétés d'agriculteurs qui attendent de faire une belle culbute financière parce que c'est une île, l'environnement est contraint et la terre vaut cher, elle vaut surtout une fois qu'elle est urbanisée, et il y a beaucoup d'émigration vers La Réunion, il y a beaucoup d'enfants qui veulent quitter le domicile des parents pour s'installer et il n'y a pas assez de place. Donc c'est un peu une quadrature du cercle que vous avez résolu de votre côté, Élodie Bonnemaison. Vous voyez à quel point je fais des transitions n'importe comment. Vous avez été confronté à un oui puis à un non, vous l'avez dit ce matin, de la part des collectivités, et finalement, voilà, vous avez trouvé la solution un peu par hasard, qui était celle des hypermarchés, des supermarchés. Refaites-nous l'histoire pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé et votre désarroi. D'accord. Alors, je représente là. Merci. Donc, une association nationale qui s'appelle Terra Alter et qui a pour vocation de soutenir la création sur les territoires de sociétés de type coopératif, donc soit format SIC, ce que nous sommes nous, société coopérative d'intérêt collectif, soit sous format SCOP, avec pour objet initial, celui qu'on avait là, voilà, de mettre en lien finalement les attentes, en particulier de la restauration collective et les productions biologiques locales. Ça, c'est vraiment la théorie et ce qui nous a amené à créer cette association qui est donc lauréate du PNA, pareil, au titre de projet alimentaire territorial. Donc c'est ce que j'expliquais ce matin. On avait participé à tout un tas de colloques comme ceux-là où on entendait à chaque fois, comme vous venez de le faire, des élus dire qu'ils aimeraient bien mettre du bio local dans les assiettes, mais qu'ils n'ont pas l'approvisionnement. Donc on s'est rapproché des producteurs bio de nos territoires et on a essayé de comprendre comment les soutenir et faire en sorte qu'ils produisent plus, puisque le but n'était pas d'aller capter des marchés qui déjà avaient leurs écoulements, mais bien de mettre en production supplémentaire pour répondre aux attentes, aussi bien en termes de volume que d'espèces attendues spécifiquement par la restauration collective. Donc c'est pour ça qu'on a monté ces projets. Alors je vous la fais très rapide. Voilà, on est vraiment dans une dynamique de l'économie sociale et solidaire, donc c'est fonctionnement coopératif. On est agréé ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, ou entreprise d'insertion pour Terra Alter Est, que vous avez vu là sur Mulhouse, exclusivement en AB, et voilà, on fonctionne en circuit court. Là, il y aura peut-être lieu d'un échange. Que veut dire local ? Vraie question existentielle. Que veut dire local quand on parle à la restauration collective ? Là, je peux vous donner un petit bout de réponse de mon vécu. En fonction, pardon messieurs, de l'élu que je rencontre, local veut dire son périmètre d'action. Voilà. Sauf que quand on parle de production agricole, local, de mon point de vue, c'est périmètre de production. C'est-à-dire... C'est une distance géographique, c'est pas un nom d'intermédiaire. C'est ça, c'est une distance géographique et c'est certainement pas un territoire administratif. Parce que ce que j'ai cru être pour nous, Terra Alter Gascogne, donc pour ceux qui connaissent un peu le sud-ouest, nous sommes gersois. Donc nous avons la grande chance d'être vraiment au carrefour de 6 départements différents et qui sont dans 2 régions différentes, donc l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et ce qui est une véritable chance en termes de variété culturelle, d'espèces disponibles, de bassins de production. Donc vraiment toute la partie amont s'est avérée pour la commercialisation un véritable casse-tête, parce que quand je vais dans les Hautes-Pyrénées, pourtant département voisin, que je propose les produits de Terra Alter produits par des producteurs de toute la zone, donc de 180 km autour de nous, dont la leur, dont les Hautes-Pyrénées, on me répond oui, mais vous n'êtes pas aux Pyrénées. Hein. Je sais, je suis gersoise, mais c'est à 15 km. Et c'est encore pire quand je me retrouve à aller en Nouvelle-Aquitaine, parce que là, non seulement je ne suis pas du département concerné, mais en plus je ne suis pas de la région. Monsieur et le maire, là, l'enfer démarre. Si, allez-y, monsieur. Je suis sûr que vous êtes caustique. Non, mais elle a raison. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Manifestement, il y a des frontières infranchissables. Il faut reprendre les termes de la loi D'autre et de la loi BATPAB. Lorsque les métropoles ont été créées, elles devaient parler aux grands territoires et être intégrées dans ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours, un pôle métropolitain, afin de ne pas créer de fossé entre les métropoles et l'ensemble du tissu périurbain, rural, hyper-rural.
Et ça peut se faire que par la coopération territoriale. Nous avons fait cela sur le bois, sur la filière bois. Nous sommes la première métropole à s'être inscrite dans l'association des communes forestières de France. Et au lieu d'acheter notre bois en PACA ou dans le Nord, et je suis désolé pour nos collègues de PACA et du Nord, on l'achète dans les hauts cantons de l'Hérault et dans le Tarn, dans le parc régional du Haut-Languedoc. Ce qui nous permet d'avoir un circuit de proximité qui nous permet d'obtenir le bois énergie et le bois construction. Mais voilà l'exemple qui est donné, c'est-à-dire qu'il y a même des compétitions néfastes entre les départements. C'est ce que vous dites. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aux incantations, il faut protéger les sols, il faut faire du bio, il faut en mettre dans l'assiette et tout. Je reviens à ce qui a été dit ce matin. Il vaut mieux un petit exemple qui fonctionne. En même temps, c'est bien que ces mots soient portés par Oui. à la tête d'une région. J'entends. Élodie Bonnemaison. Donc, pour reboucler, notre compréhension initiale de la problématique à laquelle nous nous attelions était de se dire que tout l'enjeu était sur la structuration de l'approvisionnement. Donc, nous avons créé une structure qui réponde pleinement aux attentes des producteurs en repartant finalement des freins qu'ils rencontrent. Donc aujourd'hui, vous le savez tous, un producteur, on lui demande de produire, jusque-là ça colle, mais on lui demande d'être un préparateur de commandes, un emballeur de produits, un logisticien, un commerçant, éventuellement quand il va sur les marchés, et un communicant. Donc on lui demande d'être tout ça en même temps, ce qui au bout du compte rend l'exercice très complexe, surtout quand on est sur des petites exploitations avec peu de main-d'œuvre. Donc on a organisé vraiment un projet pour répondre à leurs attentes. Donc on est sur des contrats sur 3 ans avec des prix d'achat fixes et équitables, c'est-à-dire qu'on travaille avec un groupe de nos producteurs sur chacune des espèces de légumes pour identifier quel est le coût de production. Donc, mais en prenant vraiment la totalité des points, l'amendement du sol, le travail du sol, les plants, etc., la récolte, le temps que ça représente, et on arrive à un coût au kilo, auquel on rajoute une marge, parce que le producteur a également droit à sa marge, et à partir de là, on a un prix d'achat qui est fixe pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, parce qu'il est fixe pour les années où les prix très volatiles vont faire que la courgette, finalement, ce qui a été le cas cette année, on va l'acheter en dessous de son coût de production. Et donc, content de travailler avec Terra Alter, puisque nous, on a le prix fixe à l'année, et donc intéressant. Plus compliqué cette année sur la pomme de terre, où nous, on est toujours sur un prix fixe, mais effectivement, le marché est tel en France qu'il serait capable, nos producteurs, de les vendre plus cher à l'extérieur. On organise un service de collecte sur les exploitations, c'est-à-dire qu'on a internalisé la logistique, qui est un énorme point dur de ce type de projet. Donc on va livrer le matin avec nos camions frigorifiques, nos différents points de livraison, et sur les chemins retour, on va collecter les producteurs, on leur fournit les contenants, donc pas besoin d'acheter ces emballages qu'on jette, ces cagettes qui coûtent 80 centimes et qui sont jetées à chaque transport. Et ma foi, ça c'est la vraie bonne nouvelle de notre projet qui a 1 an et demi maintenant, c'est que ça fonctionne super bien et que j'étais vraiment convaincue que mon travail là en ce moment, ce serait d'être dans les champs à aller convaincre des producteurs de produire plus. Et mon boulot, c'est pas ça du tout, c'est d'être dans ce genre d'assemblée ou avec les élus pour leur dire achetez ce que nos producteurs ont mis en œuvre. Et on a 35 producteurs là, avec lesquels on va redémarrer des contrats. J'ai dû en mettre 15 sur liste d'attente. Ils nous appellent, ils aimeraient produire plus. Le légume, c'est grosso modo 6 mois. Entre le moment où on décide de le produire, on planifie sa culture, on achète les plants et on a la culture. Donc on en a sous la pédale et on a vraiment des capacités à livrer la restauration collective. Et là, bim, on vous dit non. Alors, c'est mon côté un peu excessif. C'est-à-dire que on me dit, j'ai mes notes. Oui. Alors on me dit non. C'est-à-dire que grosso modo, sur notre prévisionnel de vente, on est à la moitié de l'objectif avec la restauration collective. Donc, la moitié de l'objectif, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Et quand on est, je rappelle, c'est une structure privée qui certes a eu des aides publiques, mais c'est une structure privée. La moitié du chiffre d'affaires, ça veut dire le déficit économique. Donc, il faut absolument trouver un autre moyen d'arriver à l'équilibre, notamment pour payer les salaires. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que, afin de répondre aux attentes de la restauration collective, comme le disait la dame de la Réunion, on a une unité à l'interne de légumerie. C'est-à-dire que non seulement on vend les légumes en brut, mais on est aussi...
C'est toujours le bouton vert. Ouais, mais je le fais abondamment. Allez, voilà. Oups. Voilà. Donc, on lave, on épluche, on découpe, on met sous vide les légumes pour pouvoir répondre justement aux différentes attentes de la restauration collective. Donc, pardon, où j'en étais, on n'a que la moitié de l'objectif. Donc, il faut trouver un plan B parce qu'on a contractualisé sur des volumes par rapport à ce qui nous avait effectivement été annoncé par la restauration collective et qui, de fait, n'a pas acheté les volumes annoncés. Ça, c'est exact. Sauf que, comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure que voilà, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Bon, je crois que là, on a été servi. Donc, il a fallu trouver un plan B. Et le plan B, le voilà. C'était Super U et Carrefour. Et voilà. Le plan B, ça a été Super U et Carrefour. Qui vous a demandé de créer une marque, c'est ça? Alors, on a créé une marque parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On ne fait plus des sacs, enfin on ne fait plus. En plus de nos sacs de 5 et 10 kilos pour la restauration collective, on fait ces barquettes de légumes crudités, prêts à l'emploi ou prêts à bio. Oh mon Dieu, mais vous avez plein de plastique partout. Mmh. C'est exact. C'est exact. On avait trouvé une barquette en fibre de bambou. De toute façon, il y aura toujours un film dessus. Non, pas Les normes forcément. d'hygiène n'impose pas d'avoir un film. Non, en fibre de bambou, ça marche bien. Sauf que pour faire le vide, en fait, aujourd'hui, les produits biodégradables, par essence... sont poreux. Exact, pour pouvoir permettre la dégradation. Donc, on n'a pas trouvé d'alternative. On en cherche, mais voilà... ça aussi, ça fait partie des points durs. Hein. On parle tous du plastique. Quand on va voir les fabricants d'emballage, ils disent oui, on pourrait trouver des solutions, mais il faut que vous vous engagiez à acheter 5 millions de poches. Bientôt, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va continuer. Bon, et ça a suffisamment bien marché pour que Carrefour et Super U vous aient fait enregistrer par leur centrale d'achat régionale. Donc la demande est énorme. Enfin, elle est là en tout cas. C'est ça. Donc, au début, en fait, on n'en est pas au stade du référencement. Hein. Donc, au début, on est avec ces légumes qu'on a sur les baskets, hein, clairement. Et on va voir autour de nous tous les gérants de magasins, hein, essayer de trouver du débouché. Et effectivement, ça répond bien chez Carrefour et chez Super U. Et on commence, et c'est ce qu'on fait depuis 1 an, à livrer en direct ces magasins. Et comme ça fonctionne bien et que le consommateur y trouve son compte, on est passé à l'étape 2, donc on est en référencement. Chez Carrefour, effectivement, bientôt chez Super U. On n'est pas sur du légume qu'il faut voir comme une alternative aux légumes entiers. On va bien s'adresser à des gens qui, aujourd'hui, ne savent plus utiliser le légume, parce que c'est une vérité. Hein, la vérité du plat industriel, elle est là. Et on va plutôt venir en alternative au surgelé. Donc, on va dire que c'est une faible compensation sur la partie emballage, mais dont on ne désespère pas de... Bon, avec tout ça, vous avez perdu toute idée, voire toute volonté d'alimenter les cantines du coin? Ah, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Non. On continue. On a des soubresauts vraiment intéressants qu'on ressent avec la loi, dont on parle beaucoup. Mais on n'en est qu'au soubresaut. C'est pas beaucoup, un soubresaut. Hein. Bah ouais, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est toujours mieux que rien. C'est-à-dire que quand on n'a rien eu du tout pendant 1 an, on se contente des soubresauts. Je sais pas si c'est très rassurant tout ça. Si. Là où ça devient positif, c'est qu'on n'a pas ciblé que la restauration collective scolaire, on ciblait bien aussi la médico-sociale. Et la médico-sociale, c'était encore pire que la scolaire. C'est-à-dire qu'il s'arrêtait sur les prix, et puis alors là, c'était terminé. Toute forme de dialogue était rompue. On n'a pas les moyens. Vous savez bien les soucis budgétaires que nous avons. Merci, au revoir. Bon, on n'a rien fait de plus. Hein. Mais là, il nous appelle, et visiblement, le budget le permet. Bien qu'il ne m'ait pas semblé qu'il y ait d'augmentation de budget, mais je pense que c'est l'effet de la loi qui fait que ça y est, il commence à y aller petit à petit. Moi, sur la loi, je voudrais juste alerter, je ne sais pas si vous connaissez ici, vous connaissez les ministres, il m'a semblé en voir un tout à l'heure. Il y a déjà eu une loi, hein, c'est la loi du Grenelle de l'environnement qui disait depuis 2010 qu'il fallait 20% de bio et de local dans les assiettes. Il m'a semblé comprendre qu'on était à 3, allez, 4, parce qu'on va se laisser une petite marge. Voilà, 4, même loi. S'il n'y a pas, comme sur la première loi, alors c'est ainsi, hein, on va croiser les doigts pour que le décret d'application nous prouve le contraire, mais s'il n'y a pas d'organe de contrôle et de pénalité en cas de non-respect, il y a fort à parier qu'on se retrouve ici en 2022 et qu'on nous annonce qu'on est à 5% de bio, ce qui sera une énorme croissance de 20%, on en sera ravis, mais ce qui sera toujours bien en dessous des 20% attendus.
Merci pour votre point de vue, mesdames, messieurs. Y a-t-il des remarques, des bras en l'air? Oui. Vous êtes un des participants de la dernière table ronde. On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour Ludovic Méasson, maraîcher bio et cuisinier. J'interviens après. Sur la partie, en fait, quelle est la marge que vous appliquez, vous, au niveau des ateliers de transfo? Parce que donc, vous achetez les produits aux producteurs et vous les revendez. Et quelle est cette marge? Parce que pour avoir bossé un petit peu sur le sujet, c'est souvent là que ça coince quand on internalise totalement toute la logistique, les camions, etc. Et du coup, voilà, combien c'est? Est-ce que vous avez réussi à descendre en dessous de 20% ou pas? Alors voilà, là c'est toute la complexité de l'exercice qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est que on considère qu'il faut s'affranchir de la volatilité des prix du marché pour l'achat, ce qu'on fait. En revanche, on est soumis à la volatilité des prix du marché pour la vente. Donc il n'y a pas de marge préétablie, identifiée, où je vous dis, boum, on prend 30-40% par rapport au prix d'achat de départ. On va, en fonction du légume, essayer d'aller au plus près du prix du marché et d'être concurrentiel par rapport aux critères, notamment de la restauration collective. La vérité, c'est que sur la partie strictement logistique, si j'essaye de le faire à la louche, donc on va collecter sur l'exploitation, c'est nous qui emballons, la charge d'emballage elle est pour nous, et on va relivrer. On est sur une marge à 25-30. Et quand ensuite on est sur du légume transformé, là l'exercice de calcul est plus compliqué parce que 1 kilo de pommes de terre n'égale pas 1 kilo de pommes de terre entières pelées prêtes à consommer. 1 kilo de pommes de terre égale 800 grammes, grosso modo, de pommes de terre si vous le faites vous directement. Donc il y a le facteur déchet qui est très variable, etc. Bon, un coût de légumerie, grosso modo, faut partir sur une marge à peu près à 60. Ce qui fait que si je veux la faire transparente, on va prendre l'exemple de la carotte, qu'on achète 1 euro du kilo au producteur, qu'on va revendre 1,60 en brut et qu'on va revendre, alors là peut-être qu'on n'est pas du tout dans les marges puisque je vous dis on a fait légume par légume, et qu'on va revendre 2,40 en râpé prêt à l'emploi, voilà. Ce qui, quand on raisonne en coût-portion, sur une portion de 100 grammes, ne fait jamais que 24 centimes pour avoir la portion entrée bio locale. Sur un budget d'1,80, 24 centimes, ça passe. Et ça passe même bien. Et il y en a plein qui le font. Donc, je sais que c'est beaucoup, mais 24 centimes, ça ne me paraît pas déconnant. Ça fait une cigarette, 24 centimes. C'est ça à peu près. Mesdames, messieurs. Oui, monsieur. Ensuite, il y aura monsieur là-bas. Et vous à nouveau. Bonjour, présentez-vous, je ne vous vois pas bien. Oui, ici. Oui, bonjour, Antoine Villard de la FNAB. Peut-être une information et puis une question. Alors, en termes d'information, et parce que je crois que ça rentre bien dans le sujet de la journée, donc la FNAB anime un réseau de collectivités qui s'appelle le réseau des sites pilotes eau et bio. Donc 25 collectivités qui sont très mobilisées sur les questions de développement de la bio et qui, dans ce cadre-là, cherchent à creuser un certain nombre de thématiques, etc. Et donc, ces 18 derniers mois, on a choisi de travailler sur voilà, quelle est la place et quel est le rôle des collectivités dans le développement économique agricole et dans quelle mesure, alors au-delà des circuits de proximité, au-delà de la restauration collective par exemple, comment une collectivité elle peut associer les acteurs de l'agroalimentaire dans un projet de territoire. Dans ce cadre-là, donc, on a sorti un document il y a quelques semaines qui peut-être peut apporter des réponses à certains participants sur cette question-là pour enrichir un petit peu les débats, qui s'appelle donc comment les collectivités locales peuvent-elles favoriser des filières agricoles durables. Donc vous pouvez en trouver sans doute des numéros à l'entrée ou sur le site oebio.org. Vous avez une question? Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question alors, qui nous renverra peut-être dans les Hauts-de-France, si ça ne vous dérange pas. On a parlé ce matin un petit peu de l'articulation entre la définition et la mise en œuvre des politiques agricoles alors, aux différents échelons. Donc, on a l'Europe, on a l'État, on a les collectivités locales et on a la région. Alors, dans les Hauts-de-France, et je crois que c'est assez rare, c'est évidemment pas obligatoire, mais on a le conseil régional qui a choisi de mettre en place un plan bio-régional. Donc, à l'échelle de la région, on a l'articulation des différents acteurs, donc financeurs et acteurs de terrain. Voilà donc une coordination des moyens politiques, financiers, techniques sur cette question-là. Est-ce que, Monsieur Allais, ce plan est donc en œuvre depuis le début de l'année? Est-ce que vous y voyez une vraie valeur ajoutée? Est-ce que cela vous aide? Est-ce que concrètement, c'est quoi pour vous ce plan? Il est depuis le début de l'année, donc on attend les effets, de voir réellement ce qui va se passer sur le terrain.
On a quand même connu, écoutez, je ne vais pas faire de politique, mais c'est la réalité des choses. On a eu sous la majorité précédente de la région une très forte politique en faveur d'une politique régionale d'agriculture et en faveur de l'agriculture biologique. C'était les CAP-AGLO, on l'a vu tout à l'heure dans ce qu'on avait signé. Et à l'époque, on avait eu une très forte aide pour développer la bio, et vous le savez bien, M. Villard, sur les territoires, puisque c'était des contrats de territoire. Là, aujourd'hui, on a une nouvelle majorité qui est tout à fait respectable et qui fait aussi son boulot, qui a choisi une autre voie. On va voir comment ça va se traduire dans les faits. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments précis à donner, puisqu'on n'a pas encore contractualisé avec eux. Oui, on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande coloration verte, cette majorité régionale, et qu'elle ait pris des décisions entièrement favorables aux questions d'environnement. Vous en parlerez aux associations de protection de la nature. Par contre, si je peux finir quand même. Oui, allez-y, pardon, monsieur Allais. Non, mais puisque M. Villard fait partie de la FNAB, il a travaillé sur notre territoire avant de venir sur le plan national. Et on avait demandé à Bio de France, à l'époque c'était encore le GAM Nord, de nous faire une étude sur notre territoire, sur ce que l'on pourrait faire, nous, collectivité, enfin intercommunalité, pour aider au développement de la bio. Et on nous a sorti un certain nombre d'actions extrêmement intéressantes que l'on met en œuvre et qui sont extrêmement efficaces. Monsieur, bonjour. Bonjour, c'est une question pour Madame Bonnemaison. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre nom. Maxime Cordier, de la ville de Fontenay-sous-Bois. Tout d'abord, Madame Bonnemaison, je voudrais vous féliciter pour l'ensemble de votre travail et vraiment vous mobiliser à entretenir cette motivation. Nous, c'est en tant que restaurateurs collectifs et restaurateurs scolaires, tout ce qu'on attend du territoire, des territoires et des acteurs de l'agriculture, c'est de pouvoir nous fournir cette prestation que vous avez décrite. C'est bien dommage qu'on ne fasse pas partie de la même région géographique, parce que sinon, on aurait certainement déjà fait affaire. 2 questions. La première, très simple, les acteurs, les restaurateurs collectifs que vous avez rencontrés dans votre travail préalable avant de vous lancer là-dedans, que vous répondent-ils lorsque, j'imagine que vous êtes allé les voir, et ils ne s'alignent pas sur ce qu'ils vous avaient donné comme éléments. J'imagine que les éléments qu'ils vous avaient donnés, c'était une liste de produits qui les intéressaient, un tonnage et certainement des échéances à laquelle ils allaient lancer leurs appels d'offres. Première question. La deuxième, c'est, j'imagine donc que, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez répondu donc à des appels d'offres d'acheteurs collectifs, d'acheteurs publics. Est-ce que votre offre n'a pas été retenue? Si elle n'a pas été retenue, quels ont été les éléments de réponse officiels et juridiques pour laquelle vous n'avez pas été retenu? C'est globalement en lien avec la première, mais la première, c'est oralement, qu'est-ce qu'ils vous répondent sur cet engagement? Et deuxièmement, qu'est-ce qui juridiquement a fait que vous n'avez pas été retenu? Voilà. Oui, ils ont l'air malins, ceux qui vous avaient dit non maintenant. Oui. Alors, bon, je ne vais pas trop tourner autour du pot. Donc, vous le savez, la restauration collective est une compétence qui n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'elle est gérée à chaque fois par des collectivités différentes. Donc, les lycées sont gérés par les régions, les collèges par les départements, et les cantines des écoles, soit par la commune, soit par la communauté de communes, soit par la communauté d'agglo. Alors, c'est encore pire parce que c'est variable. Le gros de notre étude de marché s'était basé sur les collèges et sur les lycées parce que du volume en des points fixes, donc c'était vraiment sur cela qu'on s'était concentré, et puis un interlocuteur relativement unique à chaque fois, les départements. Donc les 2 énormes déconvenus qu'on a eus qui expliquent le fait que les volumes n'aient pas été à la hauteur des attentes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes gersois, mais à 15 km du 65, donc des Hautes-Pyrénées. Quand nous avons été dans les Hautes-Pyrénées, au moment où nos produits étaient donc disponibles, donc on a fait une étude de marché en 2016, on quantifie les volumes en 2016, on passe les contrats fin 2016, et début 2017, on reçoit les premiers légumes. Donc quand on arrive au printemps 2017 vers les cantines des collèges du Gers, on les vend, nos 50% de volume. Les collèges d'à côté, donc des Hautes-Pyrénées, on ne le vend pas parce qu'entre-temps, le département a décidé de monter un projet de légumerie départementale qui n'est pas encore à l'œuvre, mais qui fait que les acheteurs locaux disent non, ça ne nous intéresse pas, on aura nos propres produits locaux. Donc c'est là, ça rejoint ce que je vous disais sur la problématique de territoire
bien qu'on ait des producteurs des Hautes-Pyrénées. Donc c'est là que c'était un peu fou. Et la deuxième cible, c'était les lycées. Les lycées très volontaires, beaucoup de cuisiniers vraiment motivés, sauf que quand on arrive en 2017, la région a supprimé l'aide au bio dans les cantines. Donc la région Occitanie, au motif de la fusion des régions. Voilà, donc ils se sont. Leur argument, ça a été de dire on est bien désolé, mais enfin bon, voilà, les élus, ils disent des choses, et puis après, on nous enlève les aides. Donc c'est à nous, les cuisiniers, de nous casser la tête pour trouver des solutions pour finir par impacter ce surcoût denrées. Donc en termes de denrées, c'est évident que ça coûte plus cher. Après, on en a parlé plein de fois, il est possible à coût constant d'intégrer 40%, 50% de bio local, avec tout ce qu'il faut mettre en œuvre à côté, lutte contre le gaspillage. Enfin voilà, je vous la refais pas en entier. Et puis après, pardon, votre deuxième question, je crois que j'ai perdu le fil aussi. Ah oui, alors les appels d'offres, alors là, ça devient... En moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, je la fais super courte. Alors les appels d'offres, nous avons répondu à plein d'appels d'offres. On en a remporté un certain nombre. Là où ça devient drôle, c'est qu'on en a remporté à peu près 7, mais que 2 commandes. Donc on a 5 appels d'offres dont nous sommes titulaires, mais pour lesquels il n'y a pas de commande. Donc là... C'est de mieux en mieux. Voilà. Et d'autres, nous avons été retoqués où ils ont été jugés infructueux. Et donc, c'est là que ça devient encore plus savoureux. Une commune du Gers. Donc là, pour notre coup, on était quand même plutôt bon. Hein, Gers, ça devait aller bien. Mais nos producteurs n'étaient pas de la commune. Donc, ils avaient mis local. Et les producteurs devaient être locaux. Donc, infructueux. Aïe, c'est cloche-merle. Chers confrères. Voilà. Donc, moi, je suis Jean-Luc Fessard de Bon pour le Climat. Alors... Nous, on mobilise les restaurateurs pour des menus bas carbone. Et ce qui me surprend, c'est que quand dans Saint-Enceinte, on parle de restauration, on parle que de restauration collective. Alors que les restaurateurs commerciaux se plaignent d'avoir des grosses difficultés d'approvisionnement en bio. Donc ma question, elle s'adresse à vous tous, c'est-à-dire, est-ce que dans vos territoires, vous avez des initiatives, des expériences de bio proposées pour les restaurateurs commerciaux ? Monsieur Allez, vous êtes le premier à avoir levé le petit doigt. Ensuite, monsieur le maire. Alors, effectivement, on travaille depuis 3 ans maintenant sur les restaurateurs. On mobilise les restaurateurs pour qu'ils consomment, qu'ils utilisent des produits locaux, puisqu'on a quand même encore, pour l'instant, relativement peu de bio sur notre territoire. Alors, je parle de notre territoire, je parle des 35 communes de la communauté d'agglomération. Nous, on est des élus territoriaux, donc on développe bien sûr ce qui est sur nos 35 communes. Et actuellement, on a une douzaine de restaurateurs qui se sont engagés et qui le font, puisqu'on vérifie derrière qu'ils le font réellement en s'adressant aux producteurs qui achètent des produits chez les producteurs de nos 35 communes. Et là, c'est effectivement une action intéressante. Alors, en volume, ça ne représente pas des quantités extraordinaires. Simplement, en termes de notoriété, en termes de portée à connaissance, en termes de sensibilisation du grand public, c'est quand même important lorsque sur la carte, c'est bien précisé, ça vient de monsieur Machin qui travaille là, dans le village d'à côté. Et on a un guide papier là-dessus. Monsieur le maire. Ah, monsieur Torlotin, pardon. Si je peux me permettre, je suis également membre de Chambre d'agriculture. Les producteurs, ils préfèrent travailler principalement avec les restaurateurs en direct que de s'embêter à répondre à des marchés publics qui ne sont pas sûrs de gagner, et parce que c'est bien plus valorisant pour eux. Je profite que j'ai le micro parce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé, c'est l'installation des jeunes. Je crois qu'il faut... En Moselle, on a 25 installations par an, c'est une misère. Je ne sais pas combien il y a de départs en retraite. Et bon, c'est un thème que j'en parle parce que c'est un thème que je voulais aborder tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas laissé le temps. C'était pour faire circuler la parole. On non, mais voilà, parce que je ne voudrais pas qu'on passe à côté de ça, parce que c'est un projet qu'on porte en preuve sur l'agglo, donc sur notre projet de conversion de base aérienne. Donc c'est un espace test agricole avec le lycée local. Donc le but, c'est de permettre... alors déjà, le constat aussi, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, des jeunes et aussi des moins jeunes qui sont en reconversion, qui cherchent à s'installer, notamment en maraîchage, et qui n'ont pas de terre. Donc voilà, c'est aussi un des enjeux de demain, et c'est un objectif qu'on s'est fixé, c'est d'accompagner ces jeunes. Donc on met en place cet espace test sur une surface de 5 hectares pour 3 porteurs de projets, qui va leur permettre de tester
leur activité. Et puis, dans notre politique foncière, donc notre objectif aussi, c'est de conforter leur installation et de les accompagner jusqu'au bout. Voilà. Oui, ça se développe un peu partout. La ville du Havre a aussi mis ça en place. Je ne sais pas si c'est une métropole. C'est une métropole. Voilà. Monsieur le maire. Oui, 2 mots sur les repas bas carbone. Nous avons la chance à Montpellier d'avoir un marché d'intérêt national qui est à l'intérieur de la ville, qui est connecté aux voies ferrées, qui est connecté aux autoroutes. Certains voulaient le déplacer, mais nous avons tout fait pour le laisser là où il se trouvait. Car il y a là la problématique du dernier kilomètre, de la logistique urbaine. Et c'est là-dessus qu'avec la Poste et avec le ministère des Transports et Elisabeth Borne, que je tiens à remercier, ministre des Transports, parce qu'elle a beaucoup travaillé avec nous sur ce sujet, elle travaille beaucoup avec nous. Nous avons créé un certain nombre de plateformes à l'intérieur de la ville avec des véhicules propres pour aller livrer carrément les restaurateurs bio à partir du carreau bio. Une petite dernière. Oui, monsieur, tout au fond, là-bas, je vous vois à peine, je décèle une barbe. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, parce que ma question s'adresse à Vanessa, d'après la vidéo qui est passée. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de produit qui peut être utilisé sur un légume et pas sur un autre? Merci, j'avais posé la question. Est-ce que c'est interne à La Réunion ou quoi? J'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, de quoi s'agit-il? Florent, tu veux répondre? Gérard Michaud. Là, je peux un petit peu vous éclairer sur la question parce que les autorisations de mise sur le marché sont faites précisément pour un légume ou un type de légume. Donc on ne peut pas, on ne peut pas utiliser un produit qui est autorisé sur de la laitue pour le mettre sur de la banane, par exemple. Il faut qu'il soit testé sur banane. C'est comme ça. Les autorisations de mise sur le marché sont en France très précises. Voilà. On peut le regretter, mais on peut aussi s'en féliciter parce que parfois ça peut éviter des erreurs qui pourraient être risquées. Voilà. Allez, encore une. Mademoiselle, madame, au fond. Oui, on ne doit plus dire mademoiselle, je crois. Enfin, je ne sais plus. Moi, je bipère. Alors, madame, bonjour. Bonjour, mademoiselle, comme vous voudrez. Donc, Amandine Pré-Lorenzo, biopartenaire. Ma question s'adresse à Elodie Bonnemaison. Vous avez vaguement évoqué le fait que vous étiez en contrat équitable avec vos producteurs. Est-ce que vous avez réussi à concrétiser également avec les distributeurs pour que ça aille jusqu'au bout de la chaîne? Excellente question. Excellente question. Alors, oui, dans le sens où, pour reparler du contrat Carrefour, il ne nous a pas du tout été demandé de baisser nos prix. Donc, ça a été entendu à ce niveau-là. Ensuite, lorsque on donne nos tarifs, on en rajoute une colonne à côté en mettant prix marketing conseillé, parce qu'on n'a pas le droit de fixer le prix pour le distributeur, mais on a le droit de dire la fourchette de prix qui serait juste pour que chacun prenne une part raisonnable du prix de vente. Et pour ce qu'on voit à l'œuvre, ça fonctionne. Ça fonctionne avec ceux qui sont, c'est toujours pareil, hein, qui sont motivés dans les magasins, qui jouent le jeu. Quand ils mettent les prix qu'on conseille, les légumes se vendent bien. Quand en revanche ils mettent des prix plus hauts, ça part beaucoup moins bien. Et après c'est plus compliqué d'aller plus loin. Mais jusqu'à présent, en relativisant bien l'expérience qui est la nôtre, un an de recul, mais jusqu'à présent, oui, c'est respecté. Monsieur le maire, un petit mot de conclusion. Ah. Bon, j'essaie de raccourcir le retard, en fait, c'est pour ça. Mais bon, vous avez levé la main, je ne peux plus rien faire. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Moi, je suis chargée de mission au PNR Avesnois. Donc, mon président a témoigné ce matin, simplement pour apporter une précision dont on n'a pas pu parler ce matin sur les territoires en mouvement. C'est qu'on n'est pas seulement des territoires isolés, on a un certain nombre de territoires à travailler ensemble. Je voudrais parler de 2 réseaux desquels nous sommes membres et que c'est des réseaux dont on tire beaucoup de richesses entre échanges d'élus, mais surtout en échanges techniques. Donc le réseau des sites pilotes eau et bio, animé par la FNAB, nous en sommes membres depuis 2010
Et il y a encore de la place pour les collectivités qui voudraient nous rejoindre et pouvoir échanger, capitaliser de l'information et créer des outils pour aller plus vite et pour essaimer plus vite sur la bio à l'échelle des territoires. Et nous sommes membres d'un nouveau réseau que nous avons créé avec d'autres collectivités en Hauts-de-France, le réseau des territoires bio des Hauts-de-France, avec la communauté d'agglomération du Douaisis, la métropole européenne de Lille, les 3 parcs naturels régionaux, etc. Nous sommes un certain nombre de collectivités à travailler ensemble. Et c'était simplement pour dire qu'il y a encore de la place si des collectivités veulent nous rejoindre en Hauts-de-France, et parce qu'on est convaincus que c'est entre territoires aussi qu'on peut construire des choses et pas de manière isolée. Voilà. Merci. Le micro derrière toi, Florent. Monsieur qui est debout. Ah pardon. Ok, j'avais cru. Monsieur le maire. Mais moi, je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation, de ce débat, remercier tous les acteurs qui ont participé, et puis vous dire qu'il y a une fracture dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui et qui me paraît importante et qui est encore très existante sur le territoire national, même si ça peut choquer pour les gens qui habitent la région parisienne. C'est la fracture numérique. Et les agriculteurs aujourd'hui travaillent beaucoup, et en particulier les agriculteurs bio, avec le numérique, l'outil numérique. Il faut savoir que dans les hauts cantons des départements, et notamment dans le sud, mais pas que dans le sud, il y a des endroits où on ne peut pas utiliser le téléphone portable. À l'heure où on va sur Mars, pas encore. Moi qui suis fils d'instituteur, j'ai comme un problème. Ce que je pense, c'est que cela va avec l'isolement des territoires et qu'il faut combattre cet isolement. Et c'est aussi valable pour le numérique que pour l'ensemble des réseaux. C'est peut-être ce qui nous rapproche de l'actualité brûlante aujourd'hui, et que le travail doit se faire à tous les échelons. Et l'agriculture bio n'échappe pas à la règle, elle a besoin du numérique pour se développer. Merci, madame, merci, messieurs.